bienvenue à toutes et à tous à ce 27e Midi Entrepreneur BPI France. Alors je me présente, moi je m'appelle Frédéric Sintra, je suis entrepreneur solo, sous la marque Axiel notamment, et je fais de l'accompagnement de dirigeants et des formations en stratégie d'influence et en leadership. Et puis j'ai écrit des bouquins sur l'ambition, comment l'ambition vient aux filles, comment vient l'ambition, et je vous donne un scoop. Le prochain sort au mois de janvier et s'appelle Réentreprendre sa vie après 50 ans, parce que l'ambition des femmes n'a pas d'âge. Et je salue d'ailleurs l'une des contributrices, Nathalie, qui intervient dans le bouquin en tant que, non pas en tant que témoin cette fois-ci, puisque c'était une invitée des Midi Entrepreneurs, mais en tant qu'experte sur la thématique de la nutrition. Mais en fait, là, on est ici pour parler des Midi Entrepreneurs BPI France et pour vous donner des clés, des envies, de l'inspiration, et que vous repartiez avec des nouvelles idées et puis probablement avec des conseils qu'une entrepreneuse, et cette fois-ci très aguerrie, aura pu partager avec vous. Mais je laisse la parole à notre hôte, Philippe Kanter, qui est le directeur RSE et développement durable de BPI France, qui va vous présenter ce concept des Midi Entrepreneurs qu'on a initié il y a 4 ans maintenant. 4 ans, près de 4 ans. Alors bonjour à tous, vraiment ravi de vous accueillir chez BPI France. Ce qu'on dit toujours, c'est la maison vraiment des entrepreneurs. Les entrepreneurs se sentent bien ici, viennent, et c'est un vrai carrefour d'échanges et d'ingénierie. Donc on est vraiment ravis. Alors, il y a 4 ans, je ne vais pas refaire la genèse, sinon c'est un peu long. En fait, l'entrepreneuriat féminin, la promotion de l'entrepreneuriat féminin, les sujets de la mixité sont des sujets qui, dès la première heure, ont été intégrés, je dirais, dans la génétique de BPI France. C'est un sujet que l'on porte avec des tas de... Je vais vous donner quelques clés. On a des plans d'action régionaux sur tout le territoire, des partenaires, la BNP, les caisses d'épargne, pour aider les femmes à entreprendre, créer. On a une plateforme, BPI France Création, où dessus il y a des dizaines de milliers d'hommes et de femmes entrepreneurs. On se donne aussi des objectifs de doubler effectivement le nombre de femmes qui vont créer des entreprises d'ici à 2027. Donc il y a une vraie dynamique. On essaye d'être bon élève, mais c'est perfectible. Il faut qu'on avance. Il y a des tas de choses à faire. Et à tel point, c'est que bien, la loi nous rattrape. La loi Rixain, la députée Rixain, nous a demandé, à travers une loi, et on a un article qui nous concerne, d'être encore le bon élève de la troupe et d'essayer d'aller un peu plus avant. Donc, c'est à la fois compter un certain nombre de choses qu'on ne sait pas trop faire dans les milieux financiers ou bancaires. Et c'est important de passer aussi par là pour attester des choses et progresser, se donner des objectifs, avancer. Donc, il y a tout un ensemble, je dirais, d'actions que l'on fait et que l'on porte au quotidien. Donc, je vous invite à voir nos sites. Et puis, une étude qui va sortir au mois de novembre, actualisation d'anciennes études sur les entrepreneurs et entrepreneurs quelle différence? Et ça va sortir donc courant novembre. Et vous verrez, c'est passionnant parce qu'il y a des messages encore un peu contre-intuitifs, etc. Et donc, on verra les primeurs. Alors moi, je suis aussi très heureux d'accueillir Catherine Barba parce que j'ai regardé votre background. Bon, exceptionnel, richesse de parcours, experte en e-commerce, de transformation digitale, mais pas que. L'expérience que vous allez... dont vous allez nous parler, je ne vais pas déflorer le sujet, rassure-toi, hein, Frédéric, mais c'est une nouvelle expérience, qu'on disait tout à l'heure, vraiment parcours d'entrepreneur, aussi de recul dans les conseils d'administration et pas des plus petites boîtes, hein, si je puis dire. Vous nous expliquerez tout ça. J'ai lu qu'on vous affublait du titre de Madame 100 000 volts. Au moins. Au moins. Je veux dire, c'est pas beaucoup. Et signe des temps pour les plus âgés qui sont ici. La dernière fois que quelqu'un a eu ce qualificatif, c'était Gilbert Bécaud, Monsieur 100 000 volts. Et donc, c'est bien que ce soit une femme qui aujourd'hui porte cela. Et puis, autre chose qui nous touche, Catherine, c'est qu'on s'est dit, c'est que vous êtes marraine de NQT. Nos quartiers ont du talent. Et aussi une association dans des laquelle... talents. Nos quartiers ont des talents. Nos quartiers ont des talents. Des talents, pluriel. Et c'est une association, une entité avec laquelle on collabore parce qu'on veut aider aussi les jeunes. Pour nous, c'est aussi un enjeu qui est majeur. Je dirais à progresser, à obtenir plus de compétences, à se projeter dans les vies professionnelles, bref, à sa vie. Alors pour toutes ces raisons, vraiment, je vous l'ai dit, vraiment très heureux de vous accueillir. Vraiment, on est ultra ravis et
on va vous écouter avec une attention énorme, quoi. Oh, vous allez être déçus. On met- Alors nous, on s'est croisés il y a une... Allez, moi je venais de me lancer, mais je crois que j'étais même en train de faire des dédicaces du premier livre à la journée de la femme digitale sur comment l'ambition bientôt finie. On s'était croisés à ce moment-là, je t'avais vu en tribune, je t'avais écouté, parce que moi je me lançais à l'époque. Et puis j'ai suivi, bien sûr, sur les réseaux sociaux tout ce que tu faisais, et comme je pense la plupart d'entre nous ici. Et récemment, moi j'ai mon fils qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat aussi, Michel Victor, qui et donc j'étais, je ne sais pas, mes parents avaient dû me dire, si tu crées une entreprise, peut-être si ça marche, eh ben, tu peux gagner de l'argent, et c'était mon obsession. Hein. Alors du coup, tu as choisi donc Bon Élève, ESCP, et ensuite, voilà, tu as fait la bonne école de commerce. En fait, j'ai échoué parce que je voulais faire Normal Sup. Moi, je voulais être prof de philo. Et donc, la voie royale, c'était Hippocagne, Cagne, le truc hyper complexe, Normal Sup, et j'ai raté l'oral. Je faisais du théâtre à l'époque, un peu trop, je crois. Et du coup, on m'a dit, oui, mais t'es admissible à l'ESSEC, à l'ESCP. Je dis, ah, c'est quoi ça? Je savais même pas ce que c'était. J'étais perdue dans Kant, donc les philosophes, la littérature, c'était vraiment mon truc, j'adore ça. Et je me suis dit, c'est où l'ESSEC? C'est en dehors du périph'? Non, je vais pas. SCP, ça paraît super. Non, mais tu vois l'idée, quoi. La Catherine de 20 ans, je crois que je l'aimerais pas trop aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que je suis très indulgente avec les jeunes. Tu peux t'améliorer avec le temps. Non, c'est la bonne nouvelle. Tu deviens qui tu es et tu deviens meilleur. C'est bon, ça. Et donc, voilà, j'ai fait... Donc, pour moi, faire une école de commerce, c'était plutôt un échec, tu vois. C'était pas du tout l'apothéose de mes choix. Hein. C'était par dépit. Mais pourtant, pour mener à l'entrepreneuriat, c'est quand même facile que d'être en philosophie. Alors à l'époque, on ne parlait absolument pas d'entrepreneurs dans les écoles de management. On te brandissait les anciens qui étaient, moi c'était Patricia Barbizet, ma marraine de promotion, c'était Franck Ribou, c'était des grands corporates. Il n'y avait pas du tout d'entrepreneurs. Donc ça ne formait pas l'entrepreneuriat, en fait, je n'ai pas appris énormément de choses en école, je dois dire, mais en revanche, ça m'a constitué ce qui est la base de tout dans la vie. Vous le savez, c'est un réseau. C'est un réseau de bons copains avec qui tu te mets la tête à l'envers et 20 ans après tu les vois et je dis voilà, c'est des gens qui ont des très belles boîtes aujourd'hui et ça crée du lien pour toujours, quoi. Donc c'était pas tellement la robustesse de l'enseignement, ça je l'avais eu avant avec mes années prépa qui étaient très difficiles, mais c'est plutôt voilà, donc ça m'a donné envie effectivement d'être dans le business plutôt que dans l'enseignement. Mais tu vois, j'y reviens à l'enseignement. Et donc dans le business, justement, tu as commencé, alors c'était pas l'informatique directement, mais c'était l'Internet, c'était l'émergence d'Internet. Tu as commencé dans une société en faisant du conseil. En fait, tu sais, quand tu es en dernière année d'école, enfin en tout cas de commerce, tu dois faire un mémoire de fin d'études. Et moi, aucune idée, quoi. J'hésitais entre, je sais pas, les paradis fiscaux, le business de la planche à voile, je savais pas, je ne me projetais pas. Et un jour, dans un magazine, à l'époque on lisait encore la presse papier, je vois un encadré, le syndicat de la presse qui fait un concours, l'arrivée d'Internet en France et l'impact sur la lecture de la presse. Et moi, j'avais venais de passer 6 mois aux États-Unis, Internet, j'avais un peu découvert ce que c'était, je me suis dit, tiens, je vais faire ce concours, puis ça va être mon mémoire de fin d'études. Et j'ai commencé à interviewer les 4 personnes qui étaient déjà en 96 ou 95 sur Internet en France. Il y en avait très très peu. Et puis j'ai travaillé d'arrache-pied et j'ai gagné le premier prix. Et il se trouve que la présidente du jury, c'était la présidente d'un groupe qui s'appelle OMD, d'un groupe Omnicom, et qui m'a dit à la fin de la remise de prix, bon, moi je comprends rien à Internet, mais il se trouve qu'on a des clients pour qui on fait de l'achat d'espace, télé, presse, affichage, radio, ils nous demandent ce que c'est ce truc Internet, t'as l'air débrouillard, occupe-t'en. Je dis ok. Moi je savais rien du tout, hein, j'avais juste passé quelques mois, et c'est comme ça que je suis devenue un peu intrapreneur, quoi. Mon premier job c'était ça, j'étais responsable. Donc on venait me voir, on disait Madame Barba, mademoiselle, enfin je sais pas, j'avais 25 ans, vous êtes Madame Internet, tu vois? Oui, absolument. Bah oui, j'en savais un peu plus. Bah expliquez-nous. Alors je disais, ah bah voilà ce rectangle, on peut cliquer dessus. Oh, ça s'appelle une bannière. Oh, tu vois, j'avais l'impression d'être un gourou, tu vois, alors qu'en fait je disais des choses assez simples, mais c'était de fil en... Du coup, je suis devenue, je faisais partie des pionniers et je suis devenue de fait l'expert. Voilà. Et là, tu travaillais avec certaines entreprises, il n'y en a pas une qui s'appelait iFrance par hasard, ouais, avec certains clients qu'on connaît, on connaissait peut-être pas
Non, à l'époque, mais avec un nom qu'on connaît bien aujourd'hui. Ben oui, donc moi je faisais donc mon métier au quotidien, il y avait les marques qui venaient, donc c'était la Fnac, c'était la Redoute, c'était des marques internet qui ont disparu depuis, à la page, je sais pas, Aquarelle, et ils disaient faites-nous de l'achat d'espace dans des campagnes de pub. Donc ça c'était mon métier, et puis j'achetais, un jour c'était Sony, et Sony, je fais une campagne sur un truc qui s'appelait e-France, je ne sais pas trop ce que c'était, mais ça m'avait l'air de bien correspondre en affinité à la cible. Et c'est une grosse campagne. Et pour me remercier, le patron m'invite à déjeuner. Je dis, super. C'était l'époque où on passait du temps à déjeuner. Et puis le gars, Marc Simoncini, tu vois, puis on fait un déjeuner hyper sympa. Et tout. Puis à la fin, il me dit, à la fin du déj, il dit, moi je cherche un directeur général, ça t'intéresse pas? Je dis, si. J'avais rien compris à ce qu'il faisait. J'avais dit, je sais pas, ce type est assez fascinant. Et donc je suis rentrée au bureau, je suis allée voir ma présidente là, du jury aussi, Viviane, m'a fait Viviane Pratt. Et je lui ai dit, Viviane, je suis hyper mal, quoi. Ça me fend le cœur, mais je vais te quitter. Enfin, j'ai une autre histoire qui m'attend là. Elle me dit, mais pas du tout. Non, mais il n'en est pas question, quoi. C'est qui ce type? Marc Simoncini. Je veux le voir. Tu vois, genre le chaperon. Donc elle a voulu le rencontrer, mais c'est authentique, quoi. Elle l'a rencontré, elle voulait s'assurer qu'il allait bien prendre soin de moi. Enfin, je sais pas, c'était hyper mignon. Il y avait un autre dirigeant du groupe qui m'avait écrit une lettre de 4 pages que j'ai retrouvée pour m'expliquer qu'il fallait que c'était une erreur folle de faire ça, qu'il fallait que je reste dans le groupe. C'était hyper touchant en fait. Et puis finalement, je suis partie, je rejoins Simoncini dans une boîte qui s'appelait e-France. Tout le monde a oublié ce que c'était, c'était l'ancêtre d'un hébergeur de blog, qui s'appelait les pages perso. Sauf que ce truc-là, 3 mois après que je l'ai rejoint, a été vendu une somme astronomique à Vivendi. Oui, quand j'étais actionnaire. Quand on voit les chiffres, ouais, c'est des milliards, quoi, tu vois. Et moi, j'arrivais, j'ai absolument pas contribué au succès. Et 3 mois après, on me dit c'est vendu. Et voilà, ton compte en banque. Ah oui, d'accord. Et là, tu dis c'est bien Internet, c'est bien. Je me suis dit, ce qui fait que ça va marcher, ta boîte, c'est ta motivation. Hein. La première chose, hein. T'en crèves d'envie. Hein. Tu vas pas un peu tièdement, genre, oh, ça doit être sympa. Non, parce que c'est horrible. Enfin, je veux dire, c'est horriblement dur. Tu sais, hein. Mais t'en as envie. Je veux dire, c'est un truc, ça te constitue. Parce que c'est ton moteur. Tu vois, tu l'as. Et donc ça, ça avait été réveillé au contact de ce grand entrepreneur. Et puis, ce qui fait que j'y suis allée, c'est que c'est comme vous, ce qui fait que ça va marcher, c'est que j'avais identifié un besoin. Dire, tu vois, la première chose que je vous demanderais à chacun, à chacune, c'est ce qu'on fait avec Rachel et avec vous, c'est la première chose, c'est explique-moi ton marché. D'abord, déjà, pourquoi ce marché, tu y vas? Parce que moi, il y a plein de marchés sur lesquels il y a des trucs à faire, mais j'ai aucune légitimité, où je me sens pas, c'est pas mon histoire. Mais parle-moi de ton marché, déjà, il faut s'assurer on n'est pas 4 à avoir ce besoin, quoi, hein, c'est que c'est largement partagé. Et surtout qu'il y a un problème, tu vois. En fait, la prochaine fois que tu présentes ton entreprise, fais cet exercice. Au lieu de décrire factuellement ce que tu fais, tu commences par dire, sur le marché de l'immobilier, le couple, le machin, j'ai identifié un problème, 2 points. Et je le dis en une phrase simple. Et nous, ça fait 1 mois qu'on est dessus, tu vois, et on voit bien que c'est difficile de le formuler. Quel est le problème auquel tu réponds? Moi, le problème auquel je répondais, c'est l'achat en ligne. Je trouvais ça génial d'acheter en ligne, mais les gens avaient peur de mettre leur carte bancaire sur Internet, quoi. Enfin, je vous parle de temps immémoriaux, il y avait encore des dinosaures, quoi. Et donc, je m'étais dit, le besoin, c'est extraordinaire d'acheter en ligne. Je voyais aux États-Unis que ça marchait bien. Comment je pourrais faire pour encourager les gens à acheter en ligne? Je vais leur dire, si tu achètes en ligne, tu gagnes de l'argent. Ça marche, hein. Donc, j'ai créé un site de cashback. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Je me suis renseignée, ça marchait aux États-Unis. Un peu rapidement, peut-être, j'en ai déduit que ça marcherait en France. Et donc, je l'ai lancé. Voilà. Sauf que quand tu lances un truc en France, ça s'appelle le cashback dans les années 90, les gens pensent que c'est un film de Robert De Niro. Ils n'ont pas bien compris ce que c'était. D'ailleurs, je n'avais pas très bien expliqué non plus. C'était extrêmement compliqué, mon truc. Mais bon, j'étais là avec tout mon enthousiasme, j'embarquais tout le monde et tout. Et là justement, tu t'es lancée toute seule, entrepreneur solo, ou tu avais des associés à ce moment-là? Alors, chez e-France, je m'étais liée d'amitié avec la directrice financière, Sandrine, et qui elle aussi avait envie d'une autre aventure. Donc je me suis dit c'est bon, les chiffres, hop, c'est elle. Et il y avait 2 gars dans le groupe, donc comme Nicom, un qui était très bon en marketing et l'autre en tech. Ils gardaient leur job, mais ils étaient investisseurs aussi, donc on était 4. Et on était 2 opérationnels, tu vois.
Donc avec des complémentarités de compétences sur les associés. Parce Exactement. Que c'est toujours des questions qui sont posées. Oui, mais c'est pas ça le plus important en fait. Il y a un truc que j'avais pas compris, c'est qu'on n'était pas dans le même, les mêmes timing. Enfin, pour moi, c'était pas une option de faire cette entreprise. J'avais envie, je l'avais dans les tripes, c'était mon histoire. J'avais envie de e-commerce d'école, je sais pas pourquoi, c'est une passion e-commerce. Mais et Sandrine, non, pas trop en fait. Elle faisait ça, mais comme elle aurait peut-être pu faire autre chose. Et puis elle avait une contrainte financière hyper forte. Et au bout de 6 mois ou 8 mois, un jour elle est venue, elle m'a dit faut que je te dise lundi, en fait, je prends un nouveau job salarié. J'ai dit c'est pas possible ça. Moi, je compte sur toi, tu vois. Et elle me dit ouais, mais moi je peux pas, j'ai mes factures, comment je fais, tu vois. Et donc je me suis dit toujours, bien s'assurer que ça va pas te péter à la figure plus tard. On en a beaucoup parlé avec nos associés. Hein, maintenant, l'avantage c'est que tu tires des enseignements de tes erreurs. Et puis on n'avait pas fait de pacte. On avait fait un pactouille, tu sais, années 90, c'était pas comme aujourd'hui, tu as beaucoup d'outils. Et donc j'ai eu cette déconvenue. On est restés amis. Hein. Je suis pas rancunière en fait. Mais en revanche, j'ai appris une chose, c'est qu'il faut jamais attendre de quelqu'un plus que ce que la personne est capable de te donner. Tu vois, j'en attendais trop en fait. Et en fait, maintenant, j'essaye de jauger quand je rencontre quelqu'un, je me dis jusqu'où tu donnes, toi. Du coup, tu n'es jamais malheureux si tu fais ça, parce que tu t'attends jamais plus. Tu vois, il y a des gens qui ont une grande capacité de générosité, d'autres petites, mais voilà, si tu les fréquentes et que tu les acceptes dans ton cercle, ça veut dire que tu les alloues pour ce qu'ils sont. Et puis avec l'enjeu, et notamment dans l'entrepreneuriat financier dont tu parles, et là, les porteurs et porteuses de projets entrepreneurs savent de quoi on parle avant que ça fonctionne. Voilà. Donc tu vois, à cette époque, le marché était là, parce qu'il y avait l'e-commerce était en expansion. Le besoin était là, rassurer les gens pour qu'ils achètent en ligne. La réponse sur le papier était chouette, payer les gens. Il y avait un petit problème, c'est que c'était d'une complexité, mais j'avais jamais vu ça, quoi. Pour gagner 30 centimes, tu devais cliquer, faire un parcours, mettre ton mail, descendre, monter. Tu vois, les gens ils se sont dit non, mais c'est sympa l'idée, mais donc simplicité. Ça aussi, c'est un truc que j'ai appris. Vous l'apprenez aussi. Hein. Tout ce que tu fais, fais-le simple. Revois ton parcours client 50 fois. Ton wording, comment tu te présentes, tout ce que c'est ton offre commerciale, tout. Quoi. On devrait vraiment se le tatouer, la simplicité. Quoi. Et donc, alors pour cette entreprise, qu'est-ce qui t'a vendu aussi? Mais oui, parce que figure-toi quand même que c'est là que ça m'a amené. Donc le business model était assez bancal, hein, ça aussi c'est pas bien. Il faut bien visiter. Enfin, ça aussi on travaille chez Envis. Non seulement il faut que tu aies un vrai marché qui soit un marché porteur, il y a un problème et tu as une solution, tu es légitime pour la porter, c'est toi, et elle répond aux besoins, elle résout un besoin, mais surtout elle est rentable. Et moi, mon modèle économique, c'était de l'affiliation. Donc en gros, j'étais partenaire de tous les sites e-commerce, et quand je leur envoyais un visiteur et qui passait à l'achat, alors ils me donnaient une commission sur la vente. Autant te dire que c'était un business de volume, parce que à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui ce que c'est, mais les taux de conversion des sites e-commerce, c'était moins de 1%. Donc moi, j'envoyais plein de trafic, et puis ça faisait très peu de ventes, donc j'avais très peu de commissions. Et en plus, je la partageais en cash avec les acheteurs, donc laisse tomber. Donc le modèle était foireux, parce que j'avais pas levé d'argent, j'avais pas communiqué sur la marque, surtout quand tu fais du B2C, si tu ne communiques pas sur ta marque, si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu penses aux bijoux ou autres, ben, il va falloir que tu sois très patiente. On parlait de la patience, c'est une grande vertu de l'entrepreneur, parce que c'est lent. Donc moi, si je refais l'histoire, pour que ça marche, il aurait fallu que je construise une marque, que je n'ai pas fait, et que j'ai un parcours client super simple, ce que je n'ai pas fait. Mais néanmoins, ça m'a amené à développer une grande qualité de communicante. Parce que je me suis dit, ok, j'ai pas d'argent, mais j'ai la tchatch, donc je suis allée voir tous les médias, j'allais voir tous les journalistes, je faisais des opérations, enfin, des livres blancs sur l'achat en ligne, des trucs incroyables, ce qui fait que la notoriété... L'ambassadrice de commerce. Ah bah oui, et donc, mais par nécessité. Mais quand t'as faim, t'as plein d'idées, quoi. Et donc, je m'étais dit, ok, ça s'appelait Cash Store, et je m'étais dit, il n'y avait pas une personne qui connaissait pas Cash Store dans les années 90, alors que tu vois, la disproportion entre la notoriété et la génération de chiffre d'affaires était dingo. Mais du coup, j'avais réussi à générer par bouche à oreille 1 demi-million d'utilisateurs. On était passé au truc de 20 heures sur France 2, enfin, c'était assez dingo. Et donc, 500 000 utilisateurs sans dépenser d'argent, c'est pas mal. Donc, ça faisait un asset pour l'entreprise. On avait des contrats avec, je
sais pas moi, 5000 sites e-commerce, on avait donc cette base-là, on avait un peu de techno, donc ça avait de la valeur et donc je l'ai revendu à mon principal concurrent 6 ans après. Tu vois. Et là, tu avais des salariés à l'époque ou pas? Oui, oui, on était une vingtaine. Et j'ai vendu le fonds de commerce, donc j'ai vendu mon équipe. C'était assez douloureux d'ailleurs. Hein. La fille qui vend les gens, c'est voilà, je vends mon équipe. Non, mais je pouvais pas parce qu'en parallèle, j'avais commencé une autre activité. Parce que comme ce modèle économique n'était pas bon, il ne marchait pas, enfin, je veux dire, par rapport à ton business plan, tu sais, j'aime bien dire sur le business plan, les seuls chiffres qui vaillent, c'est le numéro de page, parce que pour le reste, il faut. Et donc, tu voyais que normalement, la courbe du chiffre d'affaires, c'était comme ça et les charges comme ça. En fait, c'était tout l'inverse. Et donc, nuit d'angoisse. Vraiment, je ne sais pas vous, mais si vous avez des nuits d'angoisse, c'est normal. Hein. Moi, je faisais des nuits d'angoisse. En plus, mon mari montait sa boîte en même temps. En plus, on venait d'avoir un bébé. Non, mais j'avais envie de mourir. Ne jamais faire ça. Alors, le couple, par un miracle inouï, on est encore ensemble. Mais vraiment, hein, ça, c'est le miracle. On était à un cheveu à chaque fois. Mais nuit d'angoisse, je me disais, purée, mais qu'est-ce qu'on va faire là? Ce chiffre d'affaires ne monte pas. Et c'est dans une nuit d'angoisse que je me suis dit, on va changer. Le problème, c'est que mon modèle est foireux. J'envoie du trafic sur un site, mais ça ne convertit pas. Oh, lumière, je vais créer une agence pour augmenter la conversion sur les sites e-commerce. Et le matin, je te jure, hein, à 7h du mat, je me lève, 7h30, je pars au bureau, je chope un gars, parce que j'étais dans un coworking. Et je lui dis, il avait le site Homely Days, qui a été revendu à HomeAway, de voyage. Florent qui m'aimait bien. Je suis allée voir, je me suis roulée par terre. J'ai dit, Florent, oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas m'acheter une mission de conseil pour améliorer ton taux de conversion. Il me dit, quoi? Je dis, non, mais attends, je t'explique. J'ai vraiment besoin. Ça ne va pas te coûter cher. Enfin, j'avais pris un prix de 5 000 €. Et tu vas voir, tu vas améliorer ton taux de conversion. Ah bon, tu as une méthode? Ouais. Du coup, j'étais obligée de la trouver, tu vois. Et donc, je me suis dit, ouais, comment je peux améliorer la conversion? Déjà, je vais regarder page à page. Il y avait déjà Google Analytics. Je lui ai analysé son truc. Je lui ai sorti un truc aux petits oignons. Ça avait l'air, on aurait dit que ça faisait 10 ans que je faisais ça. Paf, il était super content. Il m'a recommandé à deux personnes, qui m'ont recommandé à 2 autres, etc. Et la boîte a cru comme ça. On était 45 quand je l'ai vendue à vente privée après. Donc, tu vois, c'était vraiment tout a commencé par une nuit d'angoisse, quoi. Et tu l'as vendu donc quoi, au bout de 3 à 4 ans? Ouais, non, plus au bout de 6 ans. Aussi, moi c'est 6 ans, c'est mon chiffre. Donc tu vois, en fait tout ça pour dire que le modèle de Cash Store ne marchait pas. Mais comme j'avais commencé à développer d'autres activités, à un moment il y avait un conflit d'intérêt, je ne pouvais pas faire les deux. Et puis j'ai un mentor, ça c'est un truc aussi, je ne sais pas si vous en avez eu ou vous en avez, mais ça m'a beaucoup servi. Un gars redoutable qui était associé à Marc Simoncini dans e-France, Thierry de Passemar. Thierry, qui avait eu confiance en moi, tu sais jamais pourquoi les gens ont confiance en toi, mais c'est bien, il faut en profiter. Et qui m'a tout appris, il m'a appris la négo, il m'a appris à recruter, il m'a appris à faire des contrats, et c'est lui qui m'a appris à vendre une boîte. Et il dit, quand tu veux vendre, tu dis surtout que tu veux pas vendre. Non, pas du tout, moi je vends pas. Je dis, bon, mais t'as pas peur que... Non, écoute-moi, enfin tu vois, c'est plein de petites astuces comme ça. Donc ça m'a aidé à vendre Cash Store. Et après, je me suis concentrée sur mon agence de création, d'augmentation des taux de conversion. Et après, je me suis dit, en fait, le problème, c'est pas trop la conversion, c'est que les retailers, en fait, ils sont pas leur proposition de valeur sur Internet, elle est très faible par rapport aux pure players. Donc, je vais les accompagner sur autre chose, sur la communication de leur marque. Ok. Et puis, de fil en aiguille, puis après, en fait, mais leur site est mal foutu, je vais leur fabriquer leur site. Tu vois, donc j'avais plein de petites briques comme ça. Ça devenait une agence e-commerce. Et c'est ça qu'un jour, Vente Privée m'appelle en disant, nous, ça nous intéresse, et qui ont racheté l'activité. Et suite à ça, tu te dis, so what? Est-ce que j'arrête parce que j'ai suffisamment d'argent ou est-ce que je continue? Ah ben là, oui. Là, j'ai découvert que pareil, à nouveau, comme pour Vivendi, quand tu arrives dans une boîte qui n'est pas la tienne, enfin moi, je suis pas bien, quoi. Si vous créez votre boîte, c'est que vous vous dites, là où je vais vraiment m'épanouir, c'est chez moi. C'est chez moi, c'est ma mesure, ce sera mon histoire, je suis aux commandes, moi c'est comme ça que je me réalise dans le boulot. Et donc j'étais très malheureuse. En plus il y a un truc, je sais pas, votre bizarrerie, moi je vais vous dire la mienne, j'ai une bizarrerie. Rachel, elle la connaît, je déteste les cintres en métal. Je sais pas pourquoi, c'est le truc, tu me fous un cintre en métal, je trouve ça pas beau, tu sais les cintres de teinturier, c'est complètement idiot. J'aime pas, ça me... Et chez Vente Privée, il y a une œuvre d'art.
qui est faite de cintres en métal. Tu vois le truc, quoi. C'était un gros gorille. Et donc, tous les matins, j'arrivais, je me disais, oh, putain, c'est pas bon signe, ça. Et donc j'ai été rachetée. Je trouvais que ça faisait du sens, tu vois. Ils avaient plein de marques qui faisaient des flash sales pendant 2 jours. Puis le reste du temps, il fallait bien avoir un e-commerce. Donc, nous, on faisait vendre privé conseil. Mais c'était pas mon histoire. J'étais pas bien, je dépérissais. Ma fille, elle avait 10 ans à l'époque, tous les matins, on allait à l'école, elle me disait, ça va aller, maman, t'inquiète. Je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Ça va pas. Ma mère m'appelait, ça va, ma chérie, tu vas bien? Mais arrêtez de me dire qu'est-ce qui se passe, je devais être complètement déprimée. Et mon mari, cet astre, me dit, viens, on va partir 2 mois aux États-Unis, on va faire un voyage. Oh, je dis, je t'en fous, arrête un peu avec mon privé et tout. On s'en fiche, la vie est belle. Et on est parti, et c'est comme ça que, suite de l'histoire, on est parti 5 ans, quoi, finalement. Ah oui, donc vous êtes parti d'abord pour un voyage et ensuite, parce que tu me disais aussi, parce que tu étais parti aux États-Unis, mais quand même en se disant, en flairant, je veux quand même avoir quelques missions. Oui, parce que chez Vente Privée, voilà, peut-être que je peux aider des gens, il y a toujours cette notion de non, mais en fait, après avoir fait mon truc de cashback et après mon agence pour fabriquer des sites e-commerce, je me disais, il y a peut-être des choses à apprendre. En fait, les sites e-commerce, au début, je les faisais pour les pure players et après, je les faisais pour les grandes marques. Et je me disais, mais peut-être que je vais apprendre des choses sur les besoins des marques aux États-Unis. Là-bas, c'est le temple, puis il y a eu les retailers qui arrivaient, donc tu n'avais plus que le digital, il y avait aussi la partie physique. Il fallait faire tenir les deux ensemble. On commençait à parler d'omnicanal. Je me suis dit, tiens, je vais aller à New York pour découvrir ce qu'est l'omnicanal de demain. Je vais apprendre plein de choses. Et donc, j'ai convaincu mon mari, qui ne voulait pas du tout y aller. Erreur, hein. Il faut ça aussi dans le couple, tu te diras, hein, je pense, sur les histoires de couple, il ne faut jamais forcer l'autre. Jamais forcer. Je l'ai appris à mes dépens, mais après, on s'est quand même remis sur nos pattes. Mais, donc on est parti et je me disais, je vais aller découvrir dans ce temple, ce graal du commerce qui est New York, les bonnes pratiques de l'e-commerce, du retail et tout ça, tout ce savoir, eh bien, je vais le partager aux boîtes françaises. Donc c'est ma 3e aventure. Là, j'étais en solo, je me suis dit, ras-le-bol, les équipes, tout ça, mais je veux être seule, je crée mon dream job, je vais aller interviewer, je suis allée interviewer le patron de Best Buy, de Walmart, de Target. Enfin, les Américains sont très très ouverts. Hein. Tu envoies un LinkedIn, toi tu sais ça, Hélène. Hein. Hop, 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 2 petits mots et terminé. La patronne d'IBM qui accepte de te parler. Enfin, en France, c'est inimaginable. On a cette idée de caste qui est incroyable. Aux États-Unis, pas du tout. Ils t'accordent 5 minutes, hein. C'est pas grave. Mais moi, c'est pour ça que je réponds. Tu vois, quand tu dis tu me réponds, moi je réponds parce que c'est. Je trouve que ça. Tu sais jamais vers quoi ça peut te mener, quoi. Bon, après un conseil, si vous voulez me contacter sur LinkedIn. Il ne faut pas dire, enfin, en tout cas à moi, voyons-nous. Bah oui, mais non. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu vois, c'est voyons-nous, j'ai une question précise à te poser. Là, ça m'intéresse. Mais si c'est voyons-nous, non. Tu vois. Toi, tu m'as dit, il y a des gens à qui il faut partager des choses et leur donner de la niaque. D'accord, je veux bien. Mais voyons-nous, non. Donc, non, mais j'ai déjà pas le temps de voir mes amis, tu vois. Donc je suis partie aux États-Unis, j'ai fait mon petit MBA à moi en fait, et j'ai rencontré plein de patrons de gens du retail, plein de startups, et tout ce que j'en ai tiré comme enseignement, le premier étant que l'Amérique n'est pas du tout innovante. Il n'y a pas d'Américains ici. Non, c'est vraiment pas innovant l'Amérique. En fait, ça a pu l'être à un moment, mais j'ai découvert que c'est très processé, les boîtes américaines, c'est très pyramidal, et que si ça vient pas d'en haut, les gens bougent pas une oreille. Or, c'est là où les Français, on est un peu comme ça et ça nous aide, c'est que tu dois baisser ton centre de gravité pour faire porter ta dynamique de transformation par tous les salariés. Si chacun ne fait pas grandir son esprit entrepreneurial, ça va pas marcher, quoi. Et ça, en France, ça marche mieux. Aux États-Unis, pas du tout. So un-American. Donc, ça peut pas, ça se transformera, mais pas assez vite. Les startups, elles étaient très boostées à une époque où en France, on était encore plus bas parce qu'il n'y avait pas, les pays n'étaient pas encore complètement, n'étaient pas suivis par le reste de l'écosystème, on va dire. Vous étiez déjà, enfin, BPI était déjà en train de funder tous les entrepreneurs de France, mais il n'y avait pas encore de suiveurs, ce qui fait qu'on avait des levées de fonds un peu indigentes par rapport aux Américains. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, tu vois les levées françaises, tu te dis waouh, bon, même si c'est pas une finalité, hein, lever des sous. Hein. Il faut aller se lever, c'est des clients. Ça, c'est mon credo. Mais bon, le truc, c'est que j'ai découvert tout ça. Et en cours de route, quelqu'un m'appelle en disant, Madame, nous, c'est le groupe Renault, on cherche une administratrice, est-ce que ça vous intéresse? Je croyais que c'était une copine qui me faisait une blague. Je dis, oui, bien sûr, ça m'intéresse, fais-moi un mail. Paf. Et là, je reçois un email de Renault, je dis, oh merde, la boulette.
Et donc voilà, et donc je me suis dit c'est intéressant parce que du coup cette expérience d'entrepreneur, du digital, international, ben, ça peut intéresser des groupes pour bouger les lignes. Oui, tu cochais pas mal de cases. Ouais, c'est comme ça que je suis rentrée au bord de Renault à ce moment-là. Donc je faisais mon petit dream job aux États-Unis. J'apprenais énormément, tu vois. C'était un observatoire que j'avais créé, donc je prenais, je le revendais à des boîtes en France sous forme de conférences. C'était vraiment le dream job. Après à Renault, comme administratrice, et en parallèle, un sujet qui nous relie, sororité, hashtag, mais pas que diversité pour moi, c'est que je faisais un énorme événement sur la diversité et l'inclusion à New York, avec Karine, qui est une de nos associées aujourd'hui, et c'était extraordinaire ça. Énorme événement pendant 5 ans, avec 1000 personnes, enfin un truc de fou. On fait venir, pareil, la première femme qui a fait le marathon, Serena Williams, enfin, tu vois, c'était un truc vraiment incroyable. Et où j'ai aussi, j'ai réalisé quelque chose qui nous tient aussi à cœur avec Valérie, hein, et ton voisin de derrière. Sur ce sujet, en revanche, ils sont en avance, pour le coup. Alors là, pour le coup, oui, sur la diversité et l'inclusion, on a beaucoup à apprendre. Parce qu'il n'y a pas que la dimension homme-femme chez eux, il y a toutes les diversités, et ça, c'est très riche. Donc voilà, donc j'ai fait ça pendant 5 ans, c'était complètement génial. Puis un jour, on s'est dit, bon, Covid, il est temps de revenir. Mais parallèlement à cela, tu avais quand même aussi cette implication, notamment on t'a vu, et moi j'ai vu sur les réseaux, par rapport à Lecci. Oui, en fait, j'investissais dans les startups. Voilà, et tu les accompagnais, tu étais au board, et aussi, donc tu avais gardé aussi ce pied dans l'entrepreneuriat et dans l'univers des startups françaises. Bah oui, parce qu'en fait, à un moment, tu sais, je me suis dit, bon, je vais faire quoi avec cet argent? Bon, j'aime pas l'art, non, c'est pas vrai, j'aime beaucoup l'art, mais je suis pas très experte en art. Je ne me voyais pas acheter des tableaux et je me suis dit, bah, je vais investir dans des startups. Et j'ai commencé comme ça, et plutôt des startups de femmes. Non, messieurs, que le talent est un sexe, mais c'est parce qu'il y a un tel décalage. C'est quand même scandaleux, enfin, c'est très bizarre. Enfin, ça s'explique parce que les investisseurs sont des hommes, donc on n'investit que dans des gens qui nous ressemblent. Ça, c'est un truc que j'ai appris. J'ai pris des cours à Harvard. Un prof de Harvard disait, tu n'achètes jamais qu'à quelqu'un qui te ressemble. C'est-à-dire que si je veux vendre quelque chose à quelqu'un dans la salle, je vais beaucoup t'observer, je vais beaucoup voir comment tu te tiens, je vais écouter ton débit de parole, je vais écouter les mots que tu emploies. Et mon challenge, et j'adore, je me fais des petits défis comme ça, c'est que le plus rapidement possible, je te ressemble. Pour créer cette espèce de confiance, pour créer cette espèce de lieu. Et au moment où donc ça demande beaucoup de temps d'observation quand même, hein, mais il faut le faire vite. Donc c'est une gymnastique. Mais après, ça vient, en plus, c'est hyper ludique. Et donc, c'est là que tu dis, je vais te ressembler le plus possible pour te vendre quelque chose. Donc moi qui suis un peu zébulon, là, 100 000 volts, si tu avais été très calme, je suis capable de parler doucement, de poser ma voix, tu vois, d'utiliser exactement tes mots. Je vais aller regarder ton LinkedIn aussi, et donc tout ça pour dire maîtriser les techniques d'influence de vente, parce que tu vends qu'il y a des gens qui te ressemblent. Et pour en revenir à notre propos, pourquoi il y a si peu de femmes qui sont funded par les investisseurs? C'est que les investisseurs sont des hommes. Donc, sans le vouloir, et ce sont des biais inconscients, ils financent des hommes. C'est normal. Donc, je me suis dit, il y a un truc à faire là. Moi, je vais essayer de financer des femmes ou des projets à équipe mixte. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée au bord de Gucci. Et aujourd'hui, mes 2 derniers beaux investissements, c'est Chloé Hermary à Datex School, que vous connaissez peut-être, qui fait une école pour apprendre le coding, enfin pour créer des développeuses. Et puis Maud Caillot de Green Dot, qui est la banque green du futur, de nana absolument génialissime, qui pourrait venir parler là. Alors maintenant, on en arrive justement à cette nouvelle aventure. Parce que ça vous fatigue pas trop parce que je suis là, blablabla. Si tu es pour parler aussi justement de cette nouvelle entreprise, parce que tu es redevenue start-upeuse avec ce projet. Alors voilà, tu étais revenue des États-Unis, tu t'es dit, voilà. Je me suis rien dit du tout, je suis revenue. Et à un moment, le truc m'est tombé dessus. Enfin, je sais pas vous comment. Bon, je lisais la presse comme vous, hein. C'est jamais l'idée, elle jaillit pas comme ça du chapeau, oh, tiens. Et je voyais quand même Future of Work, transformation du travail, c'était le début un peu du désamour du salariat, les Français qui aspirent à plus d'autonomie, d'équilibre, de sens et tout. Je sais pas, ça m'a, à force de lire, tout d'un coup, je me suis dit, école pour les indépendants. Et puis tu t'es dit, et en fait, tu parlais d'analyse, on regarde s'il y a un besoin. Pendant 2 ans, tu as étudié tout ça?
T'as écouté, t'as interviewé. Stakhanoviste de l'étude de marché, quoi. Enfin, il n'y a pas besoin d'en faire 2 ans. Hein. Et on l'a fait avec Rachel, tu peux raconter, toi. Hein, mais une fois qu'on s'est dit... En fait, ce qui s'est passé, tu peux peut-être dire comment c'est connu, parce que c'était assez marrant, tout est quand même parti de là. Hein. On s'est connus dans un événement qui était en ligne, parce que c'était dans le Covid. Moi, j'étais chez Air France, je m'ennuyais un peu. J'étais la moitié du temps en chômage partiel et j'ai regardé une conférence avec quelqu'un avec qui j'étais connectée, parce que j'ai posé dans le digital, qui était Catherine Barba. Dans la voix en je dis, en fait, elle est super cette fille. Elle finit sa conférence en disant, j'arrive en France, je lance un nouveau projet, ça va révolutionner le monde du travail, écrivez-moi si vous voulez en savoir plus. Je vais en savoir plus. Donc je l'ai écrit, je me suis retrouvée dans des rendez-vous Zoom, parce qu'on était en distanciel à l'époque, avec 20 personnes, et on a fait 10 des rendez-vous comme ça. Il y avait 500 personnes qui ont répondu à mon appel. Et là, je me suis dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait là? Il va falloir que je réponde quand même. Et c'est là que je me suis dit, je vais faire des Zooms de 20 personnes, donc 25 Zooms. Et il y avait Alexia à l'époque qui travaillait à la maison, une jeune fille brillante. Et donc, elle organisait les Zooms, les machins, les trucs. Et donc, sur toutes ces personnes, 500 personnes, le but, c'était de dire à chacun, donc c'était plutôt, j'avais quand même donné 2-3 infos, c'est est-ce que tu es salarié, tu veux devenir indépendant ou tu l'es devenu? Pourquoi tu es là, pourquoi tu n'es pas l'autre, etc. Pourquoi tu es salarié, pourquoi tu veux pas être indépendant? Si tu es indépendant, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir au début? Qu'est-ce qui t'a fait peur? Pourquoi tu l'as fait? Tu vois, plein de verbatim. Oui, donc là, c'était pas pour trouver des associés, si non. tu es devenu, c'était pour qualifier. En fait, c'était pour qualifier le besoin. La première chose que tu dois faire vraiment, c'est vraiment assure-toi. Ça marchera pas s'il n'y a pas de besoin. Hein. C'est pas la peine. Tu vois, quand tu dis, je t'écoutais, alors je t'aurais bien challengé. Je me rappelle plus ton prénom. Oui, ouais. Tu sais, quand tu dis, voilà, je vais faire un réseau, machin. Il faut que tu exprimes le besoin auquel tu réponds et qui n'est pas adressé. Parce que tu vois, là, je t'entendais, je me dis, mais il n'y a pas déjà 50 000 réseaux sociaux, tu vois, enfin, j'en sais rien, hein, je te challenge comme ça, hein, j'aime bien le poil à gratter. Mais je me dis toujours, donc moi, le besoin, j'avais besoin de le qualifier parce que moi, je venais de l'e-commerce, du retail, je connaissais rien là. Enfin, cette transition-là vers indépendant, c'est pas la Startup Nation. Hein. Moi, je ne donne pas des. C'est les 95% du tissu économique français, c'est des gens qui ont des boîtes de moins d'1 million d'euros. C'est ça la France économique. Et c'est ça qui va être de plus en plus important. Et c'est là que Envie a un rôle à jouer. Et donc, je voulais qualifier. Et on faisait ces zooms et j'étais là en train de dire, tiens, si on fait une école, il faudra mettre ça, il faudra mettre ça. Enfin, c'était mon petit puzzle. Et sur les 500 personnes, il y en a une qui a été mon coup de cœur, c'est Rachel. Tu vois, donc c'est chouette parce que ça te fait rencontrer des gens formidables. Il y a eu ma copine Karine, donc avec qui j'avais fait tous ces gros événements à New York, qui est notre couteau suisse. Alors elle, c'est 200 000 volts et quelqu'un d'une fiabilité inouïe. Et puis ma vieille amie d'enfance, enfin vieille par le temps, ça fait 30 ans qu'on est amis, on était en Hippocagne ensemble, qui était prof et qui est devenue indépendante et qui est historienne de l'art. Et j'avais envie de faire ça avec mes amis, tu vois. Donc c'est comme ça qu'on a fait la troupe Envie. Voilà, donc là, le choix, justement, alors, de l'idée, c'était en sondant les besoins. Ah, il y a un gros besoin. Je me dis, il y a un besoin, il y a un énorme besoin. Est-ce que je suis capable d'y répondre? Comment est-ce que tu aides des gens à passer à l'indépendance? Ah, mais moi, je sais, quoi. Je sais ce qu'il faut faire pour que ta boîte, elle tienne la route. D'abord, valider que ton idée, elle tient la route. Je le dis pas avec présomption, hein, parce que je veux dire, c'est pas je sais, mais j'ai une méthode hyper robuste. C'est-à-dire que je le fais comme pour des boîtes dans lesquelles j'investirais. Enfin, je veux dire, vous pouvez en parler. Hein. Dites tout sur Envie. Non, mais il y a une méthode quand même. Hein, dites-le qu'il y a une méthode. En fait, ça nous aide à réfléchir. Chaque semaine, on a des documents à remplir, on a des échanges en visio, on a des masterclass à suivre. Et franchement, moi, si j'avais pas eu Envie, je crois que je serais encore là en train de me dire est-ce que je quitte mon emploi salarié ou pas? Là, j'avais cet objectif et donc j'ai pris ma décision. Non, c'est vraiment, c'est pas pour jeter des fleurs et à l'équipe, mais c'est formidable. Ah non, mais moi, c'est le truc que j'aurais aimé avoir. Donc je me suis dit, il y a un vrai besoin. Je sais y répondre. Modèle économique. Modèle économique. C'est quoi le modèle économique? Le modèle économique, un truc que j'ai appris aussi, c'est qu'il faut plusieurs cordes à son arc. Quand tu crées une boîte, il faut rarement avoir une seule source de revenus. Parce que tu n'es pas à l'abri que ça marche moins bien. Donc, première règle, c'est plusieurs sources. Et la deuxième, récurrence. Qu'est-ce que tu fais pour qu'il y ait une récurrence quand même dans tes revenus? Le modèle économique, on en a beaucoup parlé avec Hélène, qui est juste à la performance, il faut fuir un peu quand même. Hein. Parce qu'un modèle économique à la performance,
c'est un modèle de volume. Donc, par performance, c'est-à-dire en définition. pourcentage du Au chiffre pourcentage. d'affaires réalisé. Par exemple, je mets 2 personnes en relation, et elles font un deal ensemble, je prends un pourcentage sur leur deal. Bon, alors déjà, tu t'engages sur des paramètres que tu ne maîtrises pas, parce que tu peux avoir mis 2 personnes, les bonnes personnes en contact, mais si l'offre, elle est pourrie, la personne n'est pas solide, le deal ne se fera pas, toi tu as passé du temps, tu as mis de l'énergie, tu ne seras jamais rémunéré. Donc c'est pas juste. Ton temps a de la valeur. Votre temps a une immense valeur. Tu vois. Donc pour nous, moi je me suis dit, ok, le Future of Work c'est quoi? Ça concerne les entreprises et les particuliers. Sur les particuliers, on va leur faire payer des formations. Donc ça c'est une partie du modèle, mais ça c'est pas scalable, parce que si je veux avoir, aujourd'hui on a 23 pionniers, on en aura 60 en janvier, mais ça, et plus tu as de pionniers, parce que chacun a un agent de talent. Tu es accompagné par quelqu'un qui te tapote, qui te pousse aux fesses 1 fois par semaine. Donc là, plus tu en as, forcément ça coûte. Donc je me suis dit, comment tu fais pour avoir un modèle scalable? On a réfléchi avec Rachel et les filles, et on s'est dit, il faut faire une communauté. Donc à partir de janvier, on va lancer la communauté Envie pour 10 € par mois. Tu auras l'essentiel d'Envie, tu ne fais pas une formation. Mais tu as des rendez-vous, tu as le Barba Boost. Tu comprends tout de suite ce que c'est. C'est un quart d'heure le lundi matin à 8 h. Hop, tu es parti pour la semaine. Tu te dis, oh là là, c'est naturel, hein, je préfère préciser. C'est énergie. Mais peut-être que j'en ferai des bouteilles bientôt, de boissons. Donc tu as le Barba Boost, tu as un atelier business rentable, challenge ton idée, challenge ton modèle économique, challenge ton pricing. C'est des rendez-vous d'1 demi-heure avec une méthodo. Et puis le pitch Envie. Un pitch où tu vas avoir un indépendant qui pitch devant des entrepreneurs hyper connus, et tu peux y assister ou pitcher toi-même, et puis tu repars avec plein d'infos. Oui, parce que quand on regarde les sites Elementor, on va dire il y a du lourd. Il y a du lourd, et eux leur contribution à Envie, c'est tous les vendredis, ils accepteront d'écouter, de vous écouter, et vous allez pitcher, et tu as Simoncini qui va te dire, là j'ai pas compris, ça c'est peut-être ça, c'est pas pour de l'argent, c'est pour avoir des conseils. Puis il y a une communauté, un forum, enfin bref. Donc, modèle économique 1 sur les ventes de formation. Sachant qu'elles peuvent être prises et financées par le CPF. C'est ça, en partie, donc ça c'est bien. CPF et donc vente de formation. La communauté, et là, j'espère que ça va faire ça. Je compte sur vous. Voilà, et puis je me suis dit, il y a quand même les entreprises. Parce que quand il va y avoir beaucoup d'indépendants, il y a un moment, ils vont quand même avoir besoin d'avoir des clients. Souvent, c'est les grands groupes. Qu'est-ce que je peux faire pour que les grands groupes soient prêts à s'ouvrir à cette nouvelle catégorie de travailleurs? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même la dichotomie dedans-dehors, quoi. Et donc, on est allé au culot. Il en faut, hein, ayez du culot. Mais vraiment, dire, t'as rien à perdre. C'est vrai. Hein. Donc, on est allé taper à la porte de beaucoup de groupes du CAC 40. On a dit, vous savez quoi? On est en train de faire un collectif sur le futur du travail. Un truc incroyable. C'est un do tank. C'est pas un think tank, c'est un do tank. Vous allez, ah bon, c'est quoi? Vous allez expérimenter le futur du travail. Ah bon, mais comment? Eh bien, tu vois, moi j'invente au fur et à mesure. Hein, c'est mon truc. Eh bien, c'est un collectif où chacun va partager ses problématiques sur le futur du travail. Et le fait de partager avec des entreprises qui sont dans des secteurs différents, ça te nourrit et ça te donne des idées. Donc, et quels sont les thèmes? Donnez-moi les vôtres. Hop. Et en fait, les thèmes qui sont abordés, c'est quoi le nouveau collectif aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils font de l'appartenance? Qu'est-ce qui fait, dans un monde où les entreprises sont plurielles et hors les murs, qu'est-ce qui fait que tu te sens appartenir? 2, c'est quel est le rôle du manager dans tout ça? Et puis 3, comment est-ce qu'on collabore avec ces nouveaux électrons libres qui vont pulluler grâce à Envie, enfin grâce à vous d'ailleurs, et comment on fait pour travailler durablement avec eux, créer de la valeur, quel impact sur la culture d'entreprise, enfin toutes les questions que ça pose. Et ils ont signé, par miracle, des abonnements, et donc ça fait un revenu. Donc ça, c'est le revenu d'Outank. Et puis, last but not least, en fait, on lance des hameçons. Hein. Peut-être que dans un an, il y en aura 2 qu'on aura fermés, mais c'est important. On a dit aux entreprises, c'est important, ce que je disais tout à l'heure, si tu veux te réinventer, si tu veux attirer les talents, et si tu veux t'ouvrir aux indépendants de demain, il faut que tu fasses grandir ta culture entrepreneuriale. Et ben moi, j'ai créé un programme, Décider et agir à la manière des entrepreneurs. On l'a fait avec des chercheurs en neurosciences. On a fait un pilote en septembre qui s'est super bien passé. Donc l'année prochaine, ça sera encore une source de revenus aussi. Et là, tu te dis, mais comment cette fille fait-elle tout ça, quoi? Je veux dire, la journée n'a que 24 heures. En fait, on est hyper structuré, tu vois. Et donc, vous êtes 4 associés. Ouais. Vous avez déjà des collaborateurs et collaboratrices? On a une collaboratrice qui est elle aussi une amie d'enfance, c'est l'autre. J'ai envie, tu t'en sors pas, quoi. On avait besoin de quelqu'un qui crée notre identité graphique. Parce que
c'est ce que j'ai appris de mon expérience Cash Store, c'est qu'il faut créer une marque. Et donc, je voulais que Envie soit très fortement incarnée. Et donc, on a la chance d'avoir le programme, vous connaissez, chez Orange, ils ont un programme qui s'appelle Respiration. Tu peux pendant 1 an, pour 70% de ton salaire, aller travailler où tu veux, aller t'oxygéner, découvrir des choses. Et ben, il se trouve que la directrice artistique d'Orange, qui est cette amie-là, elle est chez Envie pour nous faire pendant 1 an, pour nous faire, enfin pendant 6 mois au moins, pour nous faire le graphisme. Donc elle est chez nous. Et alors justement, en tant que nouvel entrepreneur, comment vous avez fait pour votre capital, vos fonds, vous avez apporté là chacune? Comment ça s'est passé? Parce que j'imagine qu'elles n'ont pas toutes comme toi gagné au loto à un moment donné. Comment vous avez fait? Mais là, si tu veux, c'est pas une activité avec de la tech à fabriquer, c'est pas très capital intensif comme on dit. C'est plutôt c'est du temps, tu vois. Donc aujourd'hui, on a la constitution du capital, chacune a mis de l'argent. Vous n'avez pas fait de levée de fonds externe? Alors on l'a fait, une petite levée, mais plus auprès d'amis. Fille qui fait vraiment, ça suffit maintenant avec les amis. Non, mais moi c'est un truc important. Moi je mets du cœur dans tout ce que je fais, mais comme vous, tu vois. Et donc c'est des gens qui sont des investisseurs très connus. Et le fait qu'ils rentrent même pour des petits tickets chez nous, c'est une levée à 350 000 €, ça m'oblige, ça m'engage. Tu vois, tu peux pas te foirer, quoi. Donc voilà, c'est Marc Ménazet qui est un incroyable investisseur, c'est Céline Lazorte, c'est Romain Afflelou, c'est Ronan Lemoal. Enfin, c'est des investisseurs qui connaissent vraiment bien le sujet. Et je me dis que dans 2 ans, si on doit faire une très grosse levée pour que Envie existe physiquement dans toute la France, c'est bien qu'ils soient à nos côtés. Donc on a fait une petite levée. Oui, parce que c'est ce que tu me confiais là. Aujourd'hui, voilà, vous êtes sur une première promotion. Les pionniers. Et ensuite, la volonté. Je les aime d'amour. La volonté, c'est d'essaimer. Déjà, en fait, tu sais, moi j'y vais hyper humblement. Je me dis, ok, là, qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, on a accouché d'un petit. Qu'est-ce qu'on dit? On dit pas un dinosaure, on dit que ça c'est quoi? Un rhinocéros. On a accouché d'un rhinocéros, 2 ans de gestation. Donc, ce qu'on avait dans la tête existe, c'est déjà génial. On a validé qu'il y avait un marché, qu'il y avait un besoin, que notre offre elle était vraiment distinctive. C'est pour ça que ça a pris 2 ans qu'on a tout screené. On a trouvé un modèle économique et puis les bonnes personnes. Donc maintenant, on teste. On y va petit à petit. Tu vois, tu commences. Au début, tu commences, tu testes. On a testé le B2B, le B2C. Donc là, on est en train dans les calages. Je suis en train de regarder est-ce que les contenus, les supports pédagogiques, le rythme, les intervenants, tout ça. Donc, vous êtes nos cobayes aussi, il faut le dire, mais nos cobayes chéris. On va faire une 2e passe de test en janvier auprès de plus de monde, 60 personnes, donc 3 fois plus. Et après, une fois que ça aura été bien calé, on a trouvé le moyen de le faire à très grande échelle, enfin à plus grande échelle. Mais donc on y va petit à petit. Il faut y aller pas à pas, quoi, tu vois. C'est un client puis l'autre, parce que chaque client, c'est toi qui vas aller le chercher au début. C'est avec les dents qu'il faut aller chercher les clients. C'est tellement difficile d'aller chercher un client. Puis après, quand tu l'as, il faut lui donner plein de love. Non, mais c'est vrai. Tu vois, souvent, tu penses aux clients, parce que c'est ça les règles d'une boîte qui marche durablement. C'est bête comme chou. Tu as des clients que tu sais acquérir avec un coût d'acquisition qui est le plus bas possible. Et puis, tu as des clients satisfaits qui font tes ambassadeurs et avec qui tu as tissé des liens, ils vont revenir d'une manière ou d'une autre. Donc on essaye, on va travailler ces 2 axes. En tout cas, ce qu'on retient dans tes propos, c'est le client, le business, le marché. Parce que souvent, on entend des entrepreneurs, femmes ou hommes, qui se lancent et disent j'ai une passion, j'ai envie de faire ça, donc je vais lancer mon entreprise. Alors que... Ah oui, alors moi, ma passion, c'est mes amis et mon mari, tu vois. C'est pas, je peux pas les monétiser. Non, mais c'est rare quand ta passion, c'est ton job. Enfin, je sais pas, moi, c'est possible, mais il faut vraiment, tu fais un pas de côté et tu fais ce travail. C'est un travail de lucidité. Et parfois, c'est dur, parce que tu te dis, merde, c'était pourtant ça que j'avais envie de faire, ça me plaisait beaucoup. Ouais, mais tu vas pas en vivre, quoi. Tu vois. Donc, prends le temps. Ça devrait te faire vivre les 5, 10, 15 prochaines années de ta vie. Donc, regarde vraiment ce marché-là. Tu dois le connaître comme un expert. Moi, j'aime bien, si tu me parles de ton marché, j'ai envie que tu m'apprennes des choses dessus. Tu savais qu'il y a X% des gens qui font ça et que dans 5 ans, ça sera comme ça? Ah non. Est-ce que tu savais que... Et toi, alors, pourquoi tu veux développer ça?
pourquoi toi? Tu vois, moi, c'est la vraie question qu'on se pose aussi entre nous, hein, c'est pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre? Parce que moi, j'ai bien vu qu'il y avait des problèmes, enfin, tu vois, il y a plein de sujets sur lesquels, mais je sais pas faire. Pourquoi c'est ton histoire qui fait que tu vas apporter la meilleure réponse? Tu vois, Hélène, elle vous disait qu'elle était anciennement lieutenant-colonel de l'armée de l'air, c'est incroyable. Et je lui dis, mais c'est quoi les qualités que ça t'a fait développer? Mais elle a une rigueur inouïe, elle a une discipline de dingue. Hein, non, mais c'est chouette. Et on aime ça. Et donc, forcément, si tu vas voir des startups et tu leur dis, voilà, moi, dans la mise en relation avec des grands groupes, où il y a la méthode Hélène, c'est 1, 2, 3, et ça va se passer comme ça, et avec moi, tu vas aller à bon port, évidemment, ça me rassure. Tu vois? Donc, comment tu capitalises sur tout ce que tu as appris avant pour faire de ton offre quelque chose de parfaitement singulier, qui te ressemble? Si ça te ressemble, si ça répond à un besoin qui est mal adressé sur un marché qui est porteur, et que tu as trouvé ton modèle, bah, tu as fait 80% du boulot, quoi. Après, il faut aller chercher les clients. Hein. Alors après, il y a un autre sujet qui était abordé, c'est le sens, l'engagement, parce que certains et certaines disaient il y a du bénévolat, il peut y avoir un besoin qui est adressé, mais qui est plutôt adressé d'une manière plutôt associative et qui n'est pas un business. Et moi, ce que j'entends dans les médias entrepreneurs, que ce soit par les invités, et notamment les participants et les participantes, c'est ça. C'est je vais le faire, mais est-ce que je vais gagner ma vie? Il y a un besoin, certes, mais aujourd'hui, il n'est pas adressé de façon avec un modèle économique, mais plutôt de façon associative. Mais tout dépend le sens que tu veux mettre dans ton travail, parce qu'on cherche tous ce sens, tu vois. Aujourd'hui, il y a une énorme perte de transcendance. Enfin, je veux dire, on croit, la foi, elle est moins forte qu'avant, mais on a tous besoin de sens. Donc ton sens, tu le mets dans ton quotidien. Maintenant, est-ce que tu veux en faire un business ou est-ce que c'est une ONG? Il faut que tu décides déjà. Là, personne ne peut le décider à part toi. Je veux du sens, mais à quel prix? Donc, soit c'est du sens que je mets parce que je me lève le matin, ou je vais accompagner des personnes âgées, ou parce que je vais faire... Ça, c'est un truc. Mais si je veux en faire un business, bah, je vais regarder tous ces paramètres dont je te parle. C'est ça qui fait la différence. Tu vois? Mais aujourd'hui, je pense que le sens, enfin, il est inhérent à tout boulot. Tout ce que vous faites, c'est parce que ça vous l'avez dans les tripes. Et la dimension d'impact, elle est inhérente à tout boulot. C'est une commodité aujourd'hui. Tu vois? Qu'est-ce qui est responsable dans ton business, dans ta chaîne de valeur? Est-ce que c'est parce que tu as des partenaires qui s'engagent à respecter l'environnement, autrui, la diversité? Est-ce que c'est parce que toi, je ne sais pas, ça passe par, mais fais-toi une charte. Parce qu'un business responsable, c'est pas une option, c'est une nécessité aujourd'hui. Hein. Ouais. Oui, et puis sur le sujet, et d'ailleurs j'évoquais le sujet de mon livre, avec notamment un certain nombre de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat sur une deuxième ou troisième partie de carrière, parfois par choix, parfois par non-choix. Et le risque, en tout cas, c'est de tomber non pas dans l'entrepreneuriat, mais un mot qui circule parfois de l'entreprécariat. Ouais, c'est ça. Ah bah oui, c'est ça. En fait, te raconte pas d'histoire, quoi. Pourquoi tu fais les choses, tu vois? Et l'autre, c'est la rentabilité. Créer une boîte, c'est très facile. Tu vois, il faut pas, je sais plus, j'entends des Philippe qui disent non, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de créatrices d'entreprises. Mais on s'en fout, ça, en fait. Pardon, Philippe. C'est pas ça le sujet. On voudrait qu'il y ait beaucoup plus de créatrices d'entreprises rentables. Il faut rajouter rentable. Arrêtons. Et donc, c'est ça. Tous les matins, Valérie, Hélène et les pionniers, ils reçoivent une petite newsletter à 7h pile. C'est le petit piqûre de rappel. On met un petit mot d'amour, un petit machin. Et la newsletter du jour, elle s'appelle Libre et rentable. Ton défi du jour. Et tout jour, tu as un petit défi. C'est pas trop d'ailleurs cette fréquence de mail, non, parce que on se disait, pardon, on fait des décalage. Non, mais parce que on se dit, c'est le petit mot, t'as un truc à faire, parce qu'on est quand même à distance, donc pour créer quand même de l'appartenance, et ça c'est un truc qu'on a réussi à faire, hein, quand même, on se sent appartenir. Et on se voit le 9. On te voit dans un mois pile, ouais. Ça c'est extraordinaire. Donc voilà, c'est un truc, il faut en tenir compte. Alors avant de laisser la parole. Alors vous avez plein de trucs à dire, c'est vous qui parlez. Voilà, moi j'ai deux dernières questions. Je réponds très vite. Voilà. Alors c'est toujours, ça va être délicat vu le nombre d'entreprises que tu as créées. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ne referais pas pour tes créations d'entreprise? Alors maintenant on peut dire qu'au bout de la quatrième, tu tiens compte justement de. Je sais pas, qu'est-ce que je referais pas en fait, parce que toutes les erreurs que j'ai faites, elles m'ont
elles m'ont construite, tu vois. En fait, fais les choses, fais-le, tu verras bien, quoi. C'est ça le truc. J'aurais, je sais pas ce que je changerais, tout, rien. Tu vois, je peux t'en faire une liste, j'aurais créé une marque, j'aurais levé des fonds, j'aurais, mais au final, est-ce que je serais quelqu'un de meilleur aujourd'hui, tu vois, je sais pas. Hein. Est-ce que je serais plus utile autour de moi, j'apporterais plus de choses, je crois pas. Donc, fais, tu verras. Pas... Tu forcerais pas ton mari à aller. Ouais. Et ben, figure-toi que, en fait, on en a beaucoup discuté parce qu'on a fait pas mal de thérapies de couple. Hein. On a usé des thérapeutes, mais alors au kilomètre. Je peux vous en conseiller des canons d'ailleurs. Enfin, il y en aura bientôt une. Peut-être t'es pas thérapeute, c'est pas pareil. Justement, il faut que tu trouves ta différenciation parce que, tu vois, je me dis. Et puis, tu vois, quand tu disais ça, je me disais, et pourquoi toi? Tu es spécialiste de l'amour? Enfin, je veux dire, c'est quoi Je prends l'amour, je suis pas spécialiste. Non, mais tu vois, c'est là, moi, je te mettrais sur le grill si tu faisais un truc chez nous. Je te dirais, mais pourquoi? Parce qu'on a vite fait de se prétendre un truc, mais il faut que ça repose sur des choses très solides. Mais je l'ai amené, ça a été hyper douloureux, mais il en est venu à me confier une chose sur son histoire qu'il m'aurait peut-être jamais dite et qui nous a rapprochés infiniment. Et donc, tu vois, puis il y a des gens extraordinaires que j'aurais pas rencontrés, donc Karine, donc non, je l'aurais quand même tiré. Mais voilà, donc j'aurais fait pareil, et puis et tu verras quoi. On n'a rien à perdre en fait à faire. Elle est courte. Et alors, de quoi es-tu la plus fière? Bon, on vient d'en parler. Tu demandais un mot à chacun, on va te demander un mot, une phrase. Ah ben, mon couple, c'est clair. On a tellement failli friser la correctionnelle. Mais vraiment, quoi. Et c'était tellement fréquent, tu vois, et pendant 20 ans, enfin c'est fou, hein. Et la patience, moi aussi, c'est un mot qui me caractérise beaucoup, quoi. Et la patience, c'est une grande vertu, quoi. Donc ça, c'est vraiment ma joie, parce que plus que ma fierté, c'est ma joie. C'est ça, c'est un bon indicateur, hein, de ce qu'on fait, la joie, le petit moteur de joie à l'intérieur. Donc ouais, c'est le fait de pas avoir explosé mon couple, et que bon an, mal an, ça tient encore, hein, et puis on espère, mais c'est jamais gagné, hein, faut arroser son jardin. Ma mère m'a donné ce conseil, je sais pas pourquoi je vous dis ça n'a aucun intérêt. Le jour de mon mariage, elle m'a dit, avec ton mari, il faudra t'entendre à la verticale et à l'horizontale. Ma mère qui m'avait jamais parlé de ces sujets, quoi. Merci maman. Eh bien, écoute, sur cette note d'humour, nous allons pouvoir clore, en tout cas je vais clore cet entretien. Je te remercie. J'espère que ça vous a été utile. Je te remercie Catherine de vous, ton authenticité, de ton partage. Puis ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de poser les questions que vous avez. Je pense qu'elles sont nombreuses. Ou des témoignages, ou de raconter des choses. Hein. Moi, je vous